Bonjour. On va traiter aujourd'hui un nouveau cours de physique pour les élèves de terminale, les systèmes mécaniques oscillants. Alors, notre premier système mécanique oscillant, ça sera le pendule élastique. Alors, c'est quoi un pendule élastique? C'est tout simplement un corps solide lié à un ressort ou plusieurs ressorts. Alors, on va traiter dans ce cours le pendule élastique horizontal et puis le pendule élastique vertical. On va commencer par le pendule élastique horizontal. Alors, on va tout d'abord voir ceci en étude expérimentale en animation. Alors, notre animation est la suivante. Nous avons ici un pendule élastique. C'est un corps solide qui est lié à un ressort et il est en position horizontale. Alors là, on va donc représenter x dans le temps. X est l'abscisse du centre de gravité du corps solide. Alors c'est ce qu'on appelle l'élongation. Alors l'élongation maximale, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. Alors au départ, il était en position 0 et je l'ai ramené en position x max égale à 5 centimes, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. Alors au départ, je vais lancer l'animation au ralenti pour voir comment se déplace le solide S au cours du mouvement et voir aussi l'élongation, le tracé de l'élongation dans le temps. Alors vous voyez bien que le corps solide revient à sa position d'équilibre, il passe par 0, il passe par moins x max, il est moins 5, là il passe par le 0, vous voyez bien, là il revient à x max, et ainsi de suite, en faisant un mouvement de va-et-vient autour de la position d'équilibre. On dit qu'il effectue des oscillations mécaniques. Et le système ressort et corps qui constitue le pendule élastique est un système oscillant. Alors vous voyez bien aussi que la représentation graphique de l'élongation en fonction du temps est une fonction sinusoïdale, c'est-à-dire qu'on a un mouvement rectiligne de translation sinusoïdale. Alors j'accélère le mouvement. Alors là c'est le mouvement réel. Ah, vous voyez bien qu'il effectue des oscillations autour de la position d'équilibre. Alors, on va arrêter, faire un pause du mouvement et on va mesurer la période. Alors, la période, c'est le temps au bout duquel le mouvement reprend identique à lui-même. Alors, entre deux maximums, c'est 1,5 secondes, ou bien entre deux minimums, c'est toujours 1,5, ou bien de la position 0 à la position 0, c'est toujours 1,5. Ici, vous avez 0 à peu près 38, et là, vous avez 1,88. Donc, 1,88 moins 0,38, ça fait 1,5. Et mesurer facilement entre les deux maximums, c'est la période du mouvement est de 1,5 secondes. Alors, on va voir l'équation différentielle du mouvement. Notre pendule élastique constitué du corps S et du ressort. Et le corps est posé sur un plan horizontal sans frottement comme une table à coussin d'air ou plutôt un banc à coussin d'air. Alors, on va voir les forces auxquelles est soumis le corps S. Il est soumis à son poids. À la réaction normale, parce qu'il n'y a pas de frottement, il sera perpendiculaire au plan horizontal. À la tension du ressort, c'est une force de rappel qui rappelle le corps vers sa position d'équilibre. Alors, je vais choisir comme repère le repère OX, O étant la position du centre de gravité du corps S à l'instant lorsqu'il était au repos. Alors là, le corps S va donc faire des oscillations autour de sa position d'équilibre et à chaque fois, je mesure son élongation, c'est-à-dire son abscisse dans le repère OX, l'abscisse du centre de gravité.
Alors la longueur L0, c'est la longueur du ressort à vide. À un instant donné, sa longueur est la suivante. Donc la différence de la longueur finale moins la longueur initiale nous donne l'allongement du ressort. Alors l'allongement du ressort delta L est égal aussi à x mesuré à partir de l'origine O du repère. Delta L dans ce cas est égal à x. Alors mon système, donc c'est le corps S, bilan des forces extérieures, poids, réaction, tension du ressort. Le repère, c'est un repère local terrestre OX et pour la durée de notre expérience, il sera sensiblement galiléen. Notre deuxième loi, la somme des forces extérieures égale à MAG. Et puisque c'est une translation, je peux écrire MA, A étant l'accélération du corps S. Alors je projette cette relation sur l'axe OX. Vous voyez bien que PRN sont perpendiculaires à l'axe OX. Donc leur projection, ça donne 0. Pour T, il est dans le sens contraire, parallèle à l'axe OX, donc ça donne moins T, égale à MA, la projection de A, c'est AX. Alors pour la tension du ressort, on sait bien que c'est égal à K delta L, en valeur absolue, mais delta L dans ce cas, il est positif. Donc c'est moins K delta L, et égal à MAX. Alors delta L, je la remplace par X, donc c'est moins KX, et AX, c'est X de point. Alors donc j'écris le tout dans un seul nombre, mx de point plus kx égale à 0. Je divise le tout par m, ça donne x de point plus k sur mx égale à 0. Et ça, c'est l'équation différentielle du mouvement. X de point, c'est la dérivée seconde de x par rapport au temps. Alors, ça ressemble bien à l'équation différentielle d'un dipôle LC en électricité. Donc, la solution de l'équation différentielle, comme par analogie avec ce qu'on a fait en électricité, c'est une solution sinusoïdale et ceci confirme bien l'étude expérimentale parce qu'on a vu que la représentation de x dans le temps est une fonction sinusoïdale. Donc, la solution x égale à x max cos oméga 0 t plus phi. Alors x c'est l'élongation, c'est l'abscisse du centre de gravité à chaque instant du corps S. X max c'est la valeur maximale de x, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. Et oméga 0 c'est ce qu'on appelle la pulsation propre de l'oscillateur, il est en radians par seconde, et phi c'est la phase à l'origine, phase à l'instant t égale à 0. Alors on a x, l'élongation est comprise entre moins x max et x max, avec x max l'amplitude du mouvement. Alors si je dérive x par rapport au temps, alors la dérivée du cos c'est moins sin, et il faut que je dérive ce qu'il y a à l'intérieur par rapport au temps, ça me donne oméga 0. Donc moins x max oméga 0, sinus oméga 0 t plus phi. Si je dérive la deuxième fois, je fais ressortir encore oméga 0, ça donne oméga 0 au carré, moins x max oméga 0, la dérivée de sin c'est cos oméga 0 t plus phi, mais je sais bien que x max cos oméga 0 t plus phi, ça représente x. Donc ça donne moins oméga 0 au carré fois x. Alors je la fais passer dans un seul nombre avec x de point, j'obtiens cette équation, et si je compare cette équation à celle-là, je vois bien que le oméga 0 au carré que je trouve ici, c'est k sur m. Donc pour oméga 0, parce que la pulsation est toujours positive, c'est la racine de k sur m, et il est en radians par seconde. Alors, on va voir la phase à l'origine phi, comment on la détermine. Alors, pour déterminer la phase à l'origine, il faut voir les conditions initiales, c'est-à-dire l'instant 0. Donc, toujours, il dépend des conditions initiales à l'instant 0. Alors là, on va voir qu'il y a 4 cas possibles. Alors, si à l'instant 0, x est égal à x max, je commence par x max. Alors, je rappelle que x est égal à x max cos oméga 0 t plus phi. Je remplace t par 0 et x par x max. Je vais avoir x max égale à x max cos phi, parce que là, je vais prendre t égale à 0. Alors de là, je déduis que cos phi égale x max sur x max égale à 1. Donc le cos qui a égale à 1, c'est la valeur phi égale à 0. Alors, si à l'instant t égale à 0, x égale à moins x max. Je commence à compter les temps, à l'origine des temps, lorsque x égale à moins x max. Alors, je remplace x par moins x max, et je remplace t par 0.
je trouve moins x max égale à x max cos phi. Donc cos phi égale à moins x max sur x max égale à moins 1. Donc le cos qui est à moins 1, c'est pi. Donc phi égale à pi. Alors l'exemple 3, si à l'instant t égale à 0, x égale à 0. Le centre de gravité du corps S était à sa position d'équilibre. Alors là, ces deux conditions ne vont pas me suffire. Il me faut une deuxième. Cette condition ne va pas me suffire. Il me faut une deuxième condition. Alors, c'est la vitesse. Est-ce que la vitesse à l'instant t égale à 0 est positive ou négative? C'est-à-dire, est-ce que le corps S se déplace à l'instant 0 dans le sens positif ou dans le sens négatif? Je vais supposer pour commencer que x point, que la vitesse est positive. Alors là, je remplace t par 0 et x par 0. X, je la remplace par 0 et t par 0. Donc j'aurai 0 égale à x max cos phi. Ça veut dire que cos phi égale à 0. Et là, j'ai deux valeurs possibles. C'est ou bien plus pi sur 2 ou moins pi sur 2. Donc il faut choisir entre les deux. Alors pour choisir si c'est plus ou moins, il faut voir x point. Alors x point, c'est la dérivée de x. On a vu tout à l'heure que c'est moins x max oméga 0 si oméga 0 plus t plus phi. Je remplace t par 0 et je vais voir que x point doit être positif. Donc je remplace par 0 moins x max oméga 0 sin phi qui est positif. Alors ça c'est positif avec le sin moins, donc le sin phi sera négatif. Si le sinus est négatif, entre les deux valeurs qu'il y a, le sinus négatif, c'est moins pi sur 2, parce que ça donne moins 1, avec plus pi sur 2, ça donne plus 1. Donc, on doit choisir phi égale moins pi sur 2. Donc, si la vitesse est positive, c'est la valeur négative de la phase qu'il faut prendre, c'est moins pi sur 2. Alors, le cas contraire, l'exemple 4, si à l'instant t égale à 0, je passe toujours par la position d'équilibre, mais avec une vitesse négative, alors j'aurai le contraire, j'aurai 1 plus pi sur 2, avec le même raisonnement de tout à l'heure. Donc, on se rappelle bien que lorsque vous passez par la position d'équilibre à l'instant 0, ce n'est pas suffisant, il faut voir la vitesse comment elle est. S'il est positif, phi égale moins pi sur 2. S'il est négatif, phi égale à plus pi sur 2. Donc nous avons 4 cas que l'on trouve dans la plupart des exercices. Si à l'instant t égale à 0, on commence par x max, c'est phi égale à 0. Si on commence par moins x max, c'est égal à pi, phi égale à pi. Si à l'instant t égale à 0, je commence par 0, mais en se déplaçant vers le sens positif, c'est-à-dire que la vitesse à l'instant 0 est positive, parce que la vitesse c'est la pente de la tangente à l'instant t égale à 0 de cette courbe. Donc c'est une pente positive, donc c'est une vitesse positive. Phi sera moins pi sur 2. Et si par contre je me déplace dans le sens négatif, x point est inférieur à 0, x point est inférieur à 0, alors j'aurai le phi qui sera positif égal à plus pi sur 2. On rappelle bien de ces 4 cas, x max 0, moins x max pi, 0, mais en se déplaçant dans le sens positif, c'est moins pi sur 2, 0, mais en se déplaçant dans le sens négatif, c'est pi sur 2. Alors la période propre, c'est de pi sur oméga 0 qui est la pulsation propre. Je remplace oméga 0 par racine de k sur m, puisque je divise, je vais donc avoir T0 égale de pi racine de m sur k. C'est la période propre, il est en secondes. Vous voyez bien que la période propre d'oscillation dépend de deux facteurs, la masse du corps et la constante de raideur. Alors la fréquence propre, N0 c'est l'inverse de la période propre. Alors j'inverse tout ça, j'aurai 1 sur 2pi et racine de k sur m et il sera exprimé en Hertz. Alors on va comparer x point et x2 point. Alors tout d'abord, x c'est x max cos oméga 0 t plus phi. Alors on va dériver, mais on va garder toujours le cosinus. Alors pour dériver et garder toujours cosinus, alors il faut dériver ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire faire sortir oméga, garder le cosinus et ajouter pi sur 2 à la face. Donc dériver, c'est ajouter pi sur 2 à la face. Donc je fais sortir oméga 0, x max oméga 0, je garde le cosinus, je garde toujours oméga 0 t plus phi, mais j'ajoute pi sur 2. Alors donc x max oméga 0 c'est x point max, c'est la vitesse, l'amplitude de la vitesse, x point maximal,
cos oméga 0t plus phi prime, ça remplace phi plus pi sur 2. Alors, donc, c'est phi prime égale à phi plus pi sur 2. Pour la dérivée seconde, alors, je fais sortir encore oméga 0, ça devient oméga 0 au carré. J'ajoute un pi sur 2, déjà un pi sur 2, ça devient pi. Alors, x max oméga 0 au carré, c'est x2 point max. Cos oméga 0t plus phi seconde, c'est la phase pour l'accélération. Phi seconde, phase à l'origine pour l'accélération, c'est phi plus pi. Alors, je compare tout d'abord x et x point. Alors, pour les comparer, je vais comparer les phases. Je calcule la phase de x point par rapport à x. C'est la phase de x point moins la phase de x. La phase de x point, c'est phi prime, moins la phase de x qui est phi. Alors, c'est phi plus pi sur 2 moins phi, ça devient pi sur 2. Alors, lorsque tu compares deux fonctions sinusoïdales et tu trouves un déphasage entre les deux de pi sur 2, tu vas dire que les deux fonctions sont en quadrature de phase. Et là, si c'est positif, c'est plus pi sur 2, la première en avance. Donc, je vais dire que x point est en quadrature avance par rapport à x. X point est en quadrature avance de phase par rapport à x. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsqu'une fonction est à son maximum ou à son minimum, l'autre est nulle. Alors, je vois ça dans ce schéma. Alors là, en noir, j'ai x. Et là, j'ai représenté en vert x point qui représente la vitesse. Alors, je vois que lorsque x est à son maximum, x max, la vitesse est nulle. S'il est à son minimum, la vitesse est nulle. À son maximum, vitesse nulle. Je fais le contraire. Lorsque la vitesse est maximale, x est nul. Lorsqu'il est minimal, x est nul. Donc, lorsqu'une fonction est maximale ou minimale, l'autre fonction, elle est bien nulle. Alors, je compare x et x de point. Alors, je calcule la phase de x de point par rapport à x. La phase de x de point, c'est phi seconde, moins phi. Alors, phi plus pi sur 2 moins phi, ça vous donne phi. Alors, lorsque tu trouves un déphasage entre deux fonctions sinusoïdales de valeur pi, tu vas dire que les deux fonctions sont en opposition de phase. Donc, x de point est en opposition de phase par rapport à x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'une fonction est maximale, l'autre est minimale. Donc, ils s'annulent en même temps, mais lorsqu'une fonction est à son max, l'autre est à son nul, ils vivent en opposition de phase. C'est-à-dire, lorsqu'une fonction est maximale, l'autre est minimale, et ils doivent s'annuler en même temps. Alors, je le vois dans ce schéma, x en noir, x de point en rouge. Vous voyez bien que lorsqu'une fonction est max, l'autre est min. Celle-là, x de point max, x est minimale. Lorsqu'une fonction est maximale, l'autre est minimale. Et ils s'annulent en même temps. Alors, pour faire la comparaison entre x point et x de point, c'est-à-dire l'élongation, la vitesse et l'accélération, je vais utiliser un logiciel qu'on appelle interactif physique. Alors, ce logiciel va nous permettre de tracer et de schématiser notre situation et de faire des simulations de l'expérience. Alors là, j'ai schématisé un banc à coussin d'air, j'ai placé des petits trous ici d'où sort l'air. Vous avez la soufflerie qui va envoyer l'air dans le banc à coussin d'air. Il est bien horizontal, il est fermé des deux côtés, donc l'air sort de ces petits trous. Il va donc soulever un peu le cavalier, ici en rouge, et vous aurez donc un petit coussin d'air pour éviter les frottements entre le cavalier et le banc horizontal, banc à coussin d'air. Alors, vous avez aussi deux ressorts. On utilise deux ressorts pour stabiliser le mouvement parce qu'avec un seul ressort, le mouvement sera pas parfaitement sinusoïdal. Alors, si vous utilisez expérimentalement deux ressorts, ça marche bien. Alors, donc, on va lancer le mouvement. En même temps, le logiciel va nous permettre de tracer la position en X, la vitesse la position en bleu, la vitesse en rouge et l'accélération en vert. Donc, on va lancer le mouvement. Alors, vous voyez bien que le corps, le cavalier fait des oscillations autour de sa position d'équilibre. Donc, c'est un mouvement de translation rectiligne sinusoïdale. Ceci l'affirme
la représentation de x dans le temps qui est bien sinusoïdal. En même temps, vous avez le tracé de la vitesse, de l'accélération et de la vitesse. Tout d'abord, je commence par comparer l'élongation et la vitesse. Alors, lorsque la vitesse est maximale, vous voyez bien que l'élongation est nulle. Lorsque l'élongation est maximale, la vitesse est bien nulle. Lorsque l'élongation est minimale, la vitesse est bien nulle. Lorsque la vitesse est minimale, l'élongation est nulle. Donc, ils sont bien en quadrature de phase. Si je remplace l'accélération et l'élongation, je compare l'accélération et l'élongation, je vois bien qu'ils sont en opposition de phase parce que lorsqu'une fonction est maximale, l'autre est minimale et elles s'annulent en même temps. Alors, on va voir le pendule élastique vertical. Alors, le pendule est bien vertical. Le corps S est suspendu au ressort. Le ressort, je le suppose, accroché au centre de gravité du corps. Alors, au départ, avant d'accrocher le corps S, le ressort avait une longueur à vide L0. Alors, après avoir accroché le corps S, le centre de gravité du corps arrive au point O, O étant l'origine du repère OX orienté vers le bas. Donc, O, c'est la position du centre de gravité à l'équilibre. Alors, une fois qu'il est à l'équilibre, le ressort va s'allonger d'un allongement delta L0. On va donc déplacer le corps d'une distance x maximale, c'est l'amplitude du mouvement, et on le lâche sans vitesse initiale. Il va faire donc des oscillations autour de la position d'équilibre, autour de la position O. Alors donc x est l'abscisse du centre de gravité du corps à un instant donné, donc depuis O jusqu'à cette position c'est x. L'allongement du ressort à cette position étant la longueur finale du ressort moins sa longueur initiale, c'est ça, c'est delta L. Donc je vois bien que l'allongement du ressort à un instant donné, c'est l'allongement du ressort à l'équilibre plus x. Delta L égale à delta L0 plus x. Alors je reprends, O la position de G à l'équilibre, L0 la longueur à vide du ressort, delta L0 l'allongement du ressort à l'équilibre, x l'abscisse du centre de gravité à un instant t, et delta L l'allongement du ressort à un instant donné. Alors donc pour faire l'étude, alors je prends comme système le corps S suspendu au ressort. Le bilan des forces, c'est le poids et la tension du ressort qui est une force de rappel, qui rappelle donc cette fois le ressort vers sa longueur à vide. Donc, bilan des forces P et T. Le repère, c'est l'axe OX, il est local, sensiblement galiléen. La deuxième loi de Newton, la somme des forces P plus T égale à MAG égale à MA parce que c'est une translation. Donc, je vais faire une projection sur l'axe OX. P dans le sens c'est MG, T dans le sens contraire c'est moins T égale à MAX. MG moins T, T c'est la norme, donc c'est K delta L égale à MAX. Je remplace delta L par delta L0 plus X. Donc MG moins K delta L0 plus X égale à MAX qui est X de point. Donc Mg moins K delta L0 moins Kx égale à Mx de point. Mais à l'équilibre, la somme des forces égale à 0. Il n'y avait que le poids et la tension. Donc Mg moins K delta L0 à l'équilibre, c'est égal à 0. Donc Mg moins K delta L0 à l'équilibre, c'est nul, c'est égal à 0. Donc il me reste seulement moins Kx égale à Mx de point. Donc x de point plus K sur Mx égale à 0. Et c'est l'équation différentielle du mouvement du centre de gravité du corps S. Donc c'est aussi un mouvement de translation rectiligne rectiligne sinusoïdale.
C'est un mouvement de translation rectiligne sinusoïdale de solution, comme on a déjà vu, x égale à x max cos oméga 0 de t plus phi, avec oméga 0 la racine de k sur m. Alors donc, on revient toujours à la même équation différentielle, qu'il s'agit d'un ressort horizontal ou vertical. Un pendule élastique vertical ou horizontal, ça donne toujours la même équation différentielle. Alors, on va passer à notre pendule. C'est le pendule de torsion. Alors, c'est quoi le pendule de torsion? C'est tout simplement un fil de torsion auquel je vais accrocher à son centre de gravité une tige. Une tige est suspendue, donc la tige est bien horizontale. Alors, au départ, lorsqu'il y avait l'équilibre, la tige occupait cette position. Je vais la faire tourner d'un certain angle θ et je vais la relâcher. Donc, la tige, à cause de ce fil de torsion, va faire un mouvement de va-et-vient, c'est-à-dire elle va faire un mouvement d'oscillation autour de la position d'équilibre. Alors, l'axe, c'est un mouvement de rotation. Donc, l'axe de rotation, ça correspond au fil de torsion. Alors, en ce qui concerne les forces, il y a le poids de la tige, je prends comme système la tige, le poids de la tige, la tension du fil de torsion, mais en plus, lorsque vous faites tordre un fil de torsion, il va exercer un couple de rappel, comme le cas de la force de rappel, la tension du ressort. Là, c'est un couple de torsion qui va faire retourner le système vers la position d'équilibre. Donc, je vais le schématiser par ce cercle, par ce symbole, et je vais l'appeler CT couple de torsion. C'est un ensemble de forces qui agit sur la tige et la rappelle vers sa position d'équilibre. Donc, le système, c'est la tige, le bilan des forces, c'est le poids, la tension et le couple de torsion. La relation fondamentale de dynamique de rotation. Cette fois, on va utiliser la relation fondamentale de dynamique pour la rotation. La somme des moments par rapport à delta de toutes les forces appliquées à la tige égale le moment d'inertie J delta de la tige fois l'accélération angulaire θ de point. Alors, toute force qui passe par l'axe de rotation a un moment nul. Alors, donc P et T, leur moment est nul. Il reste seulement le moment du couple de torsion. Donc, moment du couple de torsion, il ne faut pas mettre ici delta parce qu'un moment d'un couple ne dépend pas de l'axe de rotation. Égale le moment d'inertie fois l'accélération angulaire. Alors, ça c'est déjà vu. Le moment d'un couple de torsion, c'est moins C fois θ. Alors, C, c'est ce qu'on appelle la constante de torsion du fil de torsion. Alors, la constante de torsion dépend de plusieurs paramètres. Il va dépendre d'une constante mu. Celle-là, elle dépend de la nature du fil. Est-ce qu'il est en fer, en cuivre, etc. Donc, mu dépend de la nature du fil. D, c'est le diamètre du fil. Vous avez un fil de torsion à un petit diamètre. Donc, c'est le diamètre du fil, mais à la puissance 4. Et L, c'est la longueur du fil. Donc, d'après cette relation, si je divise la longueur d'un fil de torsion par 2, si je coupe un fil de torsion en 2, sa constante de torsion va être multipliée par 2, par exemple. Alors, ça vous rappelle la constante de torsion d'un fil qui dépend de la nature, du diamètre du fil et de sa longueur. Et son unité, c'est le newton-mètre par radian. Alors, donc, le moment d'un couple de torsion, c'est toujours moins Cθ, égale à J delta fois θ de point. Donc, je regroupe le tout en un seul membre, je trouve donc θ de point plus C sur J delta θ égale à 0. Ça ressemble exactement à cette équation, mais seulement ici c'est une rotation. Alors là, la variable est x, ici la variable est θ. Donc, c'est un mouvement de rotation sinusoïdale. C'est un mouvement de rotation sinusoïdale parce que la solution de cette équation différentielle, toute équation qui s'écrit de cette forme a une solution sinusoïdale. Donc la solution elle est sinusoïdale, c'est un mouvement de rotation sinusoïdale. Θ égale θ max cos oméga 0 t plus phi. Θ c'est l'élongation, mais cette fois l'élongation angulaire. Là c'est l'amplitude angulaire. Oméga 0 la pulsation. Et ici la phase à l'origine. Alors, oméga 0, comme on a déjà vu, c'est la racine de ce terme.
Par exemple, pour le pendule élastique, oméga 0, c'est racine de K sur M. Et ici, oméga 0, c'est racine de C sur J delta. Il est toujours en radians par seconde. La période, c'est 2π sur oméga 0. Donc, 2π, je multiplie par l'inverse, qui est racine J delta sur C. Il est en seconde. Et la fréquence, c'est l'inverse de la période. C'est 1 sur 2π, racine de C sur J delta. Et il est exprimé en Hertz. On va voir en animation, effectivement, que le mouvement d'un pendule de torsion est un mouvement de rotation sinusoïdale. Alors, j'utilise toujours l'interactif physique comme logiciel pour donc étudier ce pendule de torsion. Là, vous avez la tige et c'est une vue du haut. Le fil de torsion, il est lié ici, ou bien je peux utiliser un ressort spiral. Un ressort spiral, c'est un ressort enroulé, accroché à la tige qui a le même effet que le fil de torsion. Alors là, je vais mesurer, donc je vais voir la représentation graphique de l'abscisse angulaire qui est en radians en fonction du temps. On va voir effectivement que c'est un mouvement de rotation sinusoïdale. Donc je lance l'application. Vous voyez bien que le pendule de torsion effectue un mouvement de rotation autour de sa position d'équilibre. C'est un mouvement donc oscillatoire, et la représentation graphique de l'angle de l'élongation angulaire dans le temps donne une forme sinusoïdale. Donc c'est un mouvement de rotation sinusoïdale, c'est un mouvement oscillatoire du pendule de torsion. Grand 3, le pendule pesant. Alors, c'est quoi un pendule pesant? C'est tout corps solide pouvant faire des oscillations autour d'un axe delta qui doit être non vertical et ne passe pas par G. Par exemple, si je prends cette règle, tout corps solide, par exemple cette règle, il peut faire des oscillations autour de cet axe qui ne passe pas par le centre de gravité, parce que si je fais passer l'axe par le centre de gravité, il ne pourra pas y avoir des oscillations. Et même si l'axe ne passe pas par G et il est vertical, il ne peut pas y avoir des oscillations. Donc obligatoirement l'axe delta doit être non vertical et ne passe pas par le centre de gravité, et n'importe quel corps peut faire des oscillations autour de l'axe delta. Alors donc, l'équation différentielle, je prends un corps quelconque S que je raccroche ici par un axe delta, donc il va faire des oscillations autour de l'axe delta. Je suppose qu'il n'y a pas de frottement pour commencer. Alors, les forces auxquelles est soumis le corps, c'est le poids et la réaction de l'axe. Alors, voilà la position d'équilibre, la position à un instant t. Donc, il y a un angle de rotation, θ. Je prends comme sens positif ce sens. Alors, la distance d, c'est la distance entre l'axe de rotation et le centre de gravité, la distance entre les deux. Alors donc, le bilan des forces, c'est le poids et la réaction de l'axe. La relation fondamentale de dynamique de rotation, parce que c'est une rotation autour de l'axe delta, c'est le moment de R plus le moment du P par rapport à delta égale J delta θ de point. R passe par l'axe de rotation, son moment est nul. Donc le moment du poids égale J delta θ de point. Alors, vous voyez bien que si je vois l'action du poids, le poids tend à faire tourner le système dans le sens négatif. Donc, son moment est négatif. Moins le poids qui est mg, fois la distance entre la ligne d'action du poids et l'axe de rotation. Donc, la distance entre cette ligne et l'axe de rotation, je l'appelle ici d'. Donc, moins mg fois d' égale J delta θ de point. Alors, la distance d', je prends ce petit triangle ici. Vous avez ici deux angles alternes internes parce que ce sont deux parallèles. Donc, l'angle θ ici, c'est le même ici. Et vous avez la distance d qui est dans le côté opposé. Donc, c'est un sinus
Donc D c'est quoi? D', c'est l'hypoténuse qui est D fois sinus θ. Je remplace D' par D sinus θ, moins mg D sinus θ égale j delta θ de point. Donc je trouve enfin θ de point plus mg D, je divise ici par j delta sinus θ égale à 0. Alors ça c'est l'équation différentielle du mouvement du pendule pesant. Alors, solution de cette équation différentielle. Alors, je vois bien que cette équation différentielle est différente des équations différentielles précédentes, par exemple du pendule de torsion. En remarquant ici, au lieu d'avoir θ, j'ai un sinus θ. Donc, la solution de cette équation n'est pas sinusoïdale. Alors, dans le cas général, c'est-à-dire pour n'importe quel angle θ, la solution n'est pas sinusoïdale. À cause de quoi? À cause du sinus θ. Donc, le mouvement, c'est un mouvement de rotation oscillatoire périodique, mais il n'est pas sinusoïdal, dans le cas général. Mais, dans le cas des faibles oscillations, c'est-à-dire l'angle θ est un angle de valeur maximale d'amplitude angulaire inférieure ou égale à 15 degrés, ou parfois plus, peut arriver jusqu'à 30. Donc, si l'angle est petit, et je peux faire l'approximation sinus θ à peu près égale à θ, je peux donc remplacer sinus θ parce que lorsque l'angle est petit, je peux remplacer sinus θ par l'angle θ en radian. Approximativement, j'aurai donc θ de point plus mgd sur j delta θ égale à 0. Et c'est bien une équation du second ordre, équation différentielle du second ordre sans second membre, qui a comme solution une solution sinusoïdale θ égale θ max cos oméga 0 t plus phi. Avec le oméga 0, la racine de ce terme, toujours la racine de ce terme, c'est mgd sur j delta, et la période de pi sur oméga, ça donne 2 pi racine de j delta sur mgd. Ça, c'est la période propre des oscillations d'un pendule pesant dans le cas des faibles oscillations. Donc, c'est un mouvement de rotation oscillatoire et sinusoïdal. Alors, on va voir un cas particulier du pendule pesant, c'est le pendule simple. Alors, c'est quoi un pendule simple? C'est tout simplement un corps S matériel ponctuel qui a de faibles dimensions accroché à un fil inextensible et de masse négligeable. Vous avez un fil inextensible de masse négligeable auquel on accroche un petit corps presque ponctuel. Alors, la longueur du fil, ça sera la longueur du pendule simple. Alors, la période propre, puisque c'est un pendule aussi pesant, c'est un cas particulier d'un pendule pesant, je vais appliquer la formule du pendule pesant T0 égale 2 pi racine de J delta sur mgt. Alors, il suffit de trouver J delta et la distance T. Alors, c'est un corps ponctuel distant d'une distance L par rapport à l'axe delta. Donc, J delta, c'est M fois la distance entre le point le corps ponctuel et l'axe de rotation, J delta égale à ml au carré. Alors la distance D, on a vu que c'est la distance entre l'axe de rotation et le centre de gravité. Ici c'est un corps ponctuel et c'est son propre centre de gravité, donc la distance c'est aussi L, D égale à L. Donc je remplace D par L et J delta par ml au carré. Après simplification, je trouve que la période propre du pendule simple égale à 2 pi racine de L sur G. Donc on voit bien que la période propre d'un pendule simple, il dépend de la longueur du pendule simple et de l'intensité de la pesanteur au lieu de l'expérience. Alors, on va voir le pendule simple synchrone d'un pendule pesant. Là, j'ai deux pendules, un pendule pesant et un pendule simple. Et je veux que les deux pendules soient synchrones. Synchrone, ça veut dire qu'ils ont même période. Donc, je cherche la longueur du pendule simple qui va me donner la même période que le pendule pesant. Donc il faut qu'ils aient la même période et moi je vais chercher la longueur que je vais prendre pour le pendule simple pour avoir le même mouvement, une synchronisation dans leur mouvement, c'est-à-dire la même période. Donc la période du pendule simple égale la période du pendule pesant. La période du pendule simple, c'est 2 pi racine de Ls sur G. J'appelle Ls la longueur du pendule simple. Et la période du pendule pesant, c'est 2 pi racine de J delta sur mgt. Donc G, je simplifie ici par G, j'enlève les racines, bien sûr, j'aurai LC égale, LS égale la longueur du pendule simple égale à J delta du pendule pesant sur M du pendule pesant
et fois la distance D entre l'axe de rotation et le centre de gravité. Alors si je fais le calcul correctement, je trouve la longueur. Alors je fais un pendule qui a la longueur que j'ai calculée, j'aurai les deux pendules qui auront un mouvement synchrone, c'est-à-dire ils vont osciller avec la même période, et ceci on va le voir en animation. Alors là, je vois l'animation dans le cas d'un pendule pesant. Alors je lance l'animation. Je vois bien que le pendule pesant effectue un mouvement oscillatoire sinusoïdal. C'est le cas des faibles oscillations. Vous voyez bien que le mouvement est bien sinusoïdal si les oscillations sont de faible amplitude. Alors là, je vois l'animation dans le cas d'un pendule simple. On a dit que c'est un corps solide de faible dimension, ponctuel, accroché à un fil inextensible et sans masse de longueur L, L étant la longueur du pendule simple. Là, j'ai un curseur qui me permet de changer la longueur. Là, je prends la longueur de à peu près 2 mètres. Donc, je lance l'animation pour voir l'enregistrement du mouvement du pendule, c'est-à-dire de l'élongation angulaire dans le temps. Alors, vous voyez bien que le pendule effectue un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre, et je vois bien que θ dans le temps est une fonction sinusoïdale, et ceci toujours dans le cas de l'hypothèse des faibles oscillations. Alors pour cette animation, j'ai un pendule pesant et un pendule simple. Alors j'ai bien choisi la longueur du pendule simple de façon que les deux pendules soient synchrones. On va voir le mouvement des deux pendules. Ils auront donc même mouvement, c'est-à-dire même période. Les deux pendules, le pendule pesant et le pendule simple est choisi de telle façon qu'il soit synchrone à ce pendule pesant. Alors vous voyez bien que le mouvement des deux pendules est bien synchrone. Alors on va entamer la partie grand 4 de notre cours, amortissement des oscillations mécaniques. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un phénomène d'amortissement? On considère le pendule élastique horizontal, ce pendule élastique horizontal, dans sa position d'équilibre. Alors, lorsqu'il est en position d'équilibre, on dit qu'il est dans son état fondamental. Il est à l'équilibre, il ne fait pas de mouvement. Si ce pendule reçoit une énergie externe, elle passe à un état excité et il commence à osciller. Donc, on dit qu'il est dans un état excité parce qu'il a reçu une énergie externe pour qu'il soit en mouvement oscillatoire. Alors l'amplitude de son mouvement diminue progressivement. Alors pourquoi l'amplitude va diminuer et le pendule revient à son état fondamental? Ceci s'explique par la dissipation d'énergie à cause des frottements. Donc en réalité, le mouvement n'est pas sinusoïdal parce que l'étude qu'on a fait auparavant, en supposant qu'il n'y a pas de frottement. Mais en fait, on ne peut pas donc enlever complètement les frottements. Les frottements existent toujours et ceci va faire diminuer l'amplitude du mouvement du pendule jusqu'à ce qu'il revienne à son état fondamental et s'arrête. Alors, ceci s'explique par la dissipation d'énergie à cause des frottements. On distingue deux types de frottements. Alors, il y a les frottements solides. Ce sont les frottements entre deux corps solides. Par exemple, au niveau du contact entre l'oscillateur et le plan horizontal, à ce niveau, le plan sur lequel oscille le corps, sur lequel glisse le corps, alors s'il y a des frottements, ce sont des frottements solides, entre deux corps solides. On distingue deux types de frottements, les frottements solides et puis les frottements fluides.
ce sont les frottements entre l'oscillateur et un corps fluide, par exemple l'eau ou l'air. Si je plonge le système dans l'eau, le corps va osciller dans l'eau, donc il sera soumis à des frottements fluides, ou bien il frotte avec l'air, c'est aussi un fluide. Donc les frottements fluides, ce sont les frottements entre l'oscillateur, ici le corps S, et l'air ou l'eau par exemple. Alors on va voir le cas des frottements fluides. Alors, l'expérience, on réalise à l'aide du logiciel, on va le voir tout à l'heure, interactif physique, l'expérience d'amortissement fluide d'un pendule élastique horizontal en utilisant le montage suivant. Alors, le résultat de l'expérience. Alors, si l'amortissement fluide est faible, alors je vais voir l'enregistrement suivant de X, l'abscisse du centre de gravité du corps S dans le temps. Je vais avoir un mouvement pseudo-périodique. Alors je remarque que l'amplitude des oscillations va diminuer, mais pas de façon linéaire. Il va diminuer de façon exponentielle. Et il y aura donc des amortissements. Et en fin de compte, l'oscillateur revient à sa position d'équilibre. Alors c'est ce qu'on appelle le régime pseudo-périodique. Alors on remarque que l'amplitude des oscillations diminue progressivement de façon exponentielle. Le mouvement, on dit qu'il est pseudo-périodique, car la pseudo-période, c'est entre deux maximums successifs, la pseudo-période, car la pseudo-période est constante. Remarque qu'elle est toujours la même. Alors, la pseudo-période est sensiblement supérieure à la période propre T0. On peut dire qu'elle est à peu près égale à T0. Alors, il y a un autre régime si j'augmente l'amortissement. Alors, si j'ai un amortissement moyen, j'aurai ce système. C'est le sous-critique. Vous voyez bien qu'il effectue 3/4 d'oscillation. Alors, voici le 1/4. Il était en X max, il revient à 0, il arrive à moins X max, puis il revient à peu près à 0, à peu près 3/4 d'oscillation pour le régime sous-critique. Alors si je monte aussi, je continue par augmenter l'amortissement fluide, j'arrive à ce régime qui est le régime critique. Alors le régime critique, alors l'oscillateur ne fait plus d'oscillation, il est en X max, il revient rapidement à sa position d'équilibre. Alors ce régime est connu par la faible durée où le corps passe de sa position X max vers la position 0. Il revient à sa position d'équilibre le plus rapidement possible sans aucune oscillation. Alors on a le régime surcritique, j'augmente l'amortissement est fort, alors là je remarque que l'oscillateur revient à sa position d'équilibre, mais en un temps supérieur au temps qu'il fait en régime critique. Il arrive ici jusqu'à 20 secondes. Alors, on remarque que le mouvement de l'oscillateur est non périodique. On dit qu'il est apériodique dans les cas qu'on a vus tout à l'heure. Le régime sous-critique, l'oscillateur fait 3/4 d'oscillation avant l'arrêt. Le régime critique, l'oscillateur revient à son état d'équilibre le plus rapidement possible. Et le régime surcritique, l'oscillateur revient à son état d'équilibre, mais plus lentement. Alors, on va voir donc le cas des frottements solides. Alors, si je n'ai pas des frottements fluides, j'ai des frottements solides, alors j'aurai exactement la même chose. La seule différence, c'est dans le cas du régime pseudo-périodique. Alors, dans le cas du régime pseudo-périodique, on va remarquer que dans ce cas, des frottements fluides, mais c'est les mêmes remarques que le cas des frottements fluides, mais l'amplitude des oscillations pseudo-périodiques diminue de façon linéaire et on a exactement T égale à T0. Alors si vous remarquez les maximums, je peux les tracer sur une seule droite et là, on avait une seule droite, donc il y a une diminution linéaire de l'amplitude des oscillations dans le cas des frottements solides. C'est le seul régime et c'est la seule différence. Pour les autres régimes, c'est exactement la même chose. Alors on va voir ceci en animation.
Alors pour cette animation, j'ai le pendule élastique horizontal avec un amortissement fluide faible. Alors on va voir, c'est le cas du régime pseudo-périodique. Alors vous voyez bien que l'oscillateur fait un mouvement de va-et-vient avec entre sa position d'équilibre, mais dans chaque cas, l'amplitude des oscillations diminue de façon exponentielle, pas de façon linéaire, jusqu'à ce que l'oscillateur finira par s'arrêter et revient à sa position d'équilibre. Alors ça, c'est le régime pseudo-périodique. Remarquez bien aussi que la pseudo-période reste sensiblement constante. Alors pour cette animation, on va voir le régime sous-critique. Alors l'oscillateur va faire 3/4 d'oscillation avant de s'arrêter, vous allez le remarquer. Donc je lance l'animation. Alors il était en X-max, voilà, il revient après 3/4 d'oscillation à sa position d'équilibre. Remarquez bien cette partie. Donc c'est ce qu'on appelle un régime sous-critique. Alors là, on va voir le régime critique. Donc, je lance l'animation. Alors, il va revenir le plus rapidement à sa position d'équilibre. Remarquez bien qu'il va revenir à sa position d'équilibre sans aucune oscillation, mais de façon rapide. Voilà, ça y est, elle s'arrête. Et vous voyez bien la courbe. Elle ne présente aucune ondulation dans cette partie. Il revient rapidement à sa position d'équilibre. Et il s'arrête, c'est ce qu'on appelle le régime critique. Alors pour cette animation, on va voir le cas du pendule élastique horizontal avec des frottements fluides et le régime surcritique. Il va revenir, donc les frottements sont forts, il va revenir à sa position d'équilibre, mais lentement, dans un temps supérieur à celui qu'il a fait dans le cas du régime critique. On va voir l'animation. Remarquez qu'il revient lentement à sa position d'équilibre ici. Position d'équilibre est là. Il va s'arrêter. Donc c'est le régime surcritique. Il y a beaucoup d'amortissement fluide. Pour cette animation, on va voir le cas de frottement solide entre le corps et le plan horizontal on va voir le cas où il y a différence, c'est-à-dire le régime pseudo-périodique. Alors vous voyez bien qu'il fait des oscillations, mais à chaque fois l'amplitude du mouvement diminue, mais il diminue de façon linéaire. Il diminue bien de façon linéaire, pas de façon exponentielle. Et c'est la seule différence entre le cas des frottements solides et le cas des frottements fluides. Alors ce système qu'on voit va représenter le système pour l'étude du phénomène d'oscillation forcée, les phénomènes d'oscillation forcée mécanique. Alors ce système est composé des parties suivantes. Alors vous avez ici un moteur. Alors le moteur qui va jouer le rôle d'excitateur. Et vous avez le pendule élastique vertical qui va jouer le rôle de résonateur. Et vous avez la courroie et la poulie qui vont jouer le rôle du couplage. Alors c'est cette courroie et cette poulie qui va faire passer les oscillations du moteur au résonateur qui est ici le pendule élastique vertical. Donc on va voir qu'à l'aide de ce couplage, le pendule élastique vertical résonateur, que j'ai appelé résonateur, va perdre sa fréquence propre ou sa période propre et va osciller avec la fréquence du moteur. Alors, avec cette expérience, on a une masse de 100 grammes.
une constante de torsion de 15 newtons par mètre, et si je fais le calcul de la fréquence propre de cet oscillateur, je vais trouver c'est 1,94 qui est proche de 2, on va dire 2 Hz. La fréquence propre de cet oscillateur est à peu près 2 Hz. Alors on va voir que normalement s'il oscille tout seul, il va osciller avec 2 Hz. On va donc imposer un mouvement, ce moteur va imposer son mouvement au résonateur et le résonateur va le suivre et va donc perdre sa fréquence propre et va osciller avec la fréquence de rotation de ce moteur. Alors on va voir ceci. Donc je vais prendre à peu près 1 Hz. Alors là, la fréquence de rotation du moteur est différente de la fréquence propre d'oscillation du pendule élastique vertical. L'excitateur a une fréquence différente de la fréquence propre du résonateur. On va bien dans cette courbe. Là, l'enregistrement en rouge, c'est l'enregistrement pour le résonateur. Et là, en bleu, c'est l'enregistrement pour l'excitateur. On voit bien qu'ils ont exactement la même période. Et si tu fais le calcul, tu vas trouver exactement que la fréquence 1 Hz et la période de l'excitateur est la même que celle du résonateur. Donc, le résonateur, il a perdu sa fréquence et il va suivre la fréquence de l'excitateur. C'est pour cela qu'on dit que ce sont des oscillations forcées. Alors si je change, ça va changer. Je passe à 1,5 par exemple. On voit bien un peu que l'amplitude des oscillations du résonateur a augmenté un peu, mais il suit toujours. Il y a un changement de période, mais les périodes sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que le résonateur, dans tous les cas, il va suivre le mouvement de l'excitateur, et ceci à cause du couplage. Alors là, si je vais prendre pour fréquence de l'excitateur une fréquence égale exactement à la fréquence propre du résonateur. Alors on a vu que la fréquence propre du résonateur c'est 1,94 à peu près 2. Alors si je prends ici 2, c'est-à-dire que la fréquence de l'excitateur est égale par hasard à la fréquence propre du résonateur. Alors remarquez bien que l'amplitude des oscillations du résonateur augmente fortement. Vous voyez bien comment il oscille? Il augmente fortement, c'est qu'on a le phénomène de résonance mécanique. Alors, il augmente fortement, c'est la résonance mécanique. On a la même période, la même fréquence, mais la différence c'est que là, le résonateur oscille avec une amplitude très élevée. C'est le cas de la résonance. On dit qu'il y a résonance mécanique. Donc la résonance mécanique se fait lorsque la fréquence de l'excitateur est égale à la fréquence propre du résonateur, et ceci se manifeste par une augmentation considérable dans l'amplitude des oscillations du résonateur. Alors, comment atténuer cette augmentation? On peut l'atténuer par frottement. Donc, je vais augmenter les frottements. Vous allez remarquer qu'une plaque ici va s'élargir. Alors, vous voyez bien que là, si j'augmente les frottements fluides du résonateur, l'amplitude diminue. Donc, je peux atténuer l'effet de la résonance en augmentant, alors là, j'augmente au maximum, en augmentant l'amortissement, c'est-à-dire les frottements fluides. Donc, même s'il y a résonance avec des frottements assez élevés, l'amplitude du résonateur sera toujours faible. Mais si les frottements sont faibles, alors là, vous voyez bien que l'amplitude des oscillations augmente fortement et c'est une résonance aiguë. Et on va voir en vidéo que la résonance aiguë peut avoir des conséquences graves parfois.
Alors pour cette vidéo, vous avez ici un pont suspendu, c'est le pont de Tacoma et ceci s'est produit en 1940 en Amérique. Alors il y a eu un orage et à cause des vents, il y a eu une résonance entre la fréquence des vents et de l'orage et la fréquence propre d'oscillation du pont, et vous allez voir que le pont va s'effondrer parce qu'il va osciller avec une amplitude forte et il ne va pas résister, il va s'effondrer. Donc on va voir la vidéo. Vous voyez bien que toute la route oscille et il finit par s'effondrer. Donc c'est un cas très grave de résonance mécanique. Alors on va voir dans cette vidéo un autre exemple de résonance mécanique. C'est la résonance mécanique entre un son aigu et un verre de glace qui va finir par se casser. Remarquez bien la résonance, elle va devenir aiguë.